Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Mastermind des FLSH Histoire Journalisme. Je suis en présence de Lola. Bonjour Lola. Bonjour Nathan. Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons de coronavirus, ensuite nous parlerons de don du sang, ensuite nous partirons à Toulon avec l'avant-première du film d'Enzo Martinez, puis nous irons rendre visite au collectif Système D avant de finir par une exposition Histoire de pâtes qui s'est déroulée à l'Université catholique de Lille. Alors on commence avec le sujet brûlant du moment, le coronavirus. Alice Gaden et Clémentine Laurent sont allées rencontrer des spécialistes de la région pour y voir plus clair à ce sujet. 7891 malades, dont 5 en France. Le mystérieux coronavirus venu de Chine inquiète de plus en plus. À Lille, 4 étudiantes en échange à Wuhan ont été rapatriées. Les Lillois craignent-ils d'être touchés ? Je ne me sens pas du tout en danger. Donc, les 5 cas ils sont isolés en hôpitaux, soignés, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de psychose à avoir. Rappelons simplement que la grippe tous les ans tue bien plus de monde que le coronavirus en France. Donc pas de danger. Personnellement, j'ai pas trop peur pour le moment. Je pense que la France s'occupe assez bien de mettre en quarantaine les personnes qui sont concernées. Je trouve que c'est plutôt l'information qui est un peu étrange parce que je crois que tous les ans en France, les angines tuent plusieurs milliers de personnes. Non, on revient de Londres. Ici, on se sent en sécurité. Mais à Londres, c'est vrai que, par exemple, il y a pas mal de gens qui sont inquiets. À Chinatown, tout le monde a des masques. Ils sont en rupture de stock de masques. Donc, c'est vrai que ça commence à leur faire peur. Mais nous, non, ça va. Bon, ça va, on est en 2020. Je pense que si jamais il y a un gros problème, il saurait sûrement prendre les mesures nécessaires, quoi. Donc, ça va. Aucun masque dans la ville. Certains Lillois semblent relativiser la situation. Pourtant, le SAMU de Lille a comptabilisé plus de 150 appels à la suite de l'annonce de 3 cas de coronavirus en France. Qu'en est-il dans les pharmacies ? Alors oui, effectivement, on a vu le climat ambiant, les annonces qui sont faites, on a une augmentation des ventes de masques. Après, c'est surtout pour les gens qui partent là-bas ou qui désirent en envoyer. On a des gens qui en envoient aussi en Chine. Non, moi j'en ai commandé parce que préventivement, je me doutais que qu'on allait avoir des demandes. Donc ça fait déjà 8 jours, 15 jours que j'en ai commandé. Je pense que la grippe, elle tuera plus de personnes ici en France que la grippe normale, que le coronavirus. Mais bon, après, je pense que ça va retomber. Et les gens qui sont très inquiets, ils appellent le SAMU. Une information contradictoire à celle relayée par certains médias. Mais alors, n'y a-t-il aucune raison de s'inquiéter à Lille ? J'ai pas aucune raison de porter un masque. Pas pour le moment, tout à fait. Les Lillois non plus. On doit avoir peur du coronavirus, oui, bien sûr, parce que bon, comme toutes les endémies, il faut se méfier. On a eu le SRAS il y a quelques années. Et le coronavirus est très contagieux. Mais les gens, en fait, qui sont morts en Chine actuellement, sont en fait des gens qui sont morts parce qu'ils étaient des personnes âgées ou des personnes en déficit immunitaire, etc. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il y a des étudiantes de pharmacie qui sont venues sur l'île récemment. Elles ont été mises à l'isolement, 14 jours. Bon, ceci étant, il y a très peu de gens dans la région lilloise qui sont revenus, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Certains Lillois prennent du recul. Il semblerait qu'ils y voient un emballement médiatique. Alice Gaden nous a rejoint en plateau. Bonjour Alice. Bonjour. Alors vous avez fait ce reportage donc avec Clémentine et ces derniers temps on a vu émerger sur les réseaux sociaux le hashtag Je ne suis pas un virus. En quoi cela consiste-t-il ? Alors en fait, comme le virus, on le sait tous, vient de Chine, il y a une sorte de méfiance qui s'est développée vis-à-vis des personnes asiatiques et plus précisément chinoises. Du coup, en réponse à cette forme de racisme qui est en train de se développer, il y a un hashtag qui est né, c'est « Je ne suis pas un virus » et qui est en train de monter vraiment sur Twitter. Voilà. On peut voir aussi que dans le reportage, le médecin parle du SRAS. Est-ce que les spécialistes ont fait un parallèle entre ces deux maladies ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Je ne sais pas si vous en avez entendu. Oui, alors tout d'abord, le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc il a touché la Chine entre 2002 et 2003. Il a quand même fait plus de 8000 personnes touchées, dont 774 morts. Et donc, il faut savoir qu'il pareil, il venait de Chine, d'origine animale. On ne sait pas trop exactement, apparemment c'était la chauve-souris, comme peut-être pour le coronavirus. Et sur le plan génétique, ils ont quand même 80% de similitudes, donc c'est pas à négliger. Oui, effectivement. Merci beaucoup Alice Merci beaucoup. de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et tout de suite, on s'en va à l'école polytechnique de Lille, où une collecte de dons du sang était organisée par l'EFS. Bonjour à tous, l'Université de Lille propose régulièrement des collectes de dons du sang. Aujourd'hui, nous sommes sur le campus de Lille 1, plus précisément à l'école polytechnique de Lille, où une collecte de dons du sang organisée par l'EFS a lieu. Alors, est-ce que les étudiants répondent nombreux à cet appel ? Donnent-ils beaucoup de leur sang ? Suivez-nous.
nous sommes ici dans la salle où l'on remplit les formulaires. Étape préalable avant de voir le médecin et avant la collecte de dons du sang. Notre ingénieur son Clément est en train de donner son sang. Sang et or. Toujours. Toujours. Alors Clément, c'est la combienième fois que tu donnes ton sang? Et pour moi, c'est la 10e, ça fait plaisir. Entre les deux, en fait, c'est l'initiative de l'EFS qui vient démarcher le bureau des étudiants et qui, en retour, fait une super organisation qui a proposé effectivement de mobiliser les locaux et puis surtout recruter les étudiants pour réaliser la collecte. Ouais, on peut dire que c'est une belle réussite. Les étudiants sont très bien mobilisés. Je pense que les réseaux sociaux ont permis aussi de bien diffuser l'information. Et en tout cas, il y a vraiment une vraie conscience et une vraie mobilisation. Donc c'est plutôt chouette. C'est ouvert à tout le monde. Alors sachant qu'en majorité, quand même, on a vu pour l'instant que des étudiants. On a vu quelques personnes effectivement un peu plus âgées, des profs, quelques-uns, mais tout le monde est invité à venir tant que les personnes ont leur pièce d'identité. Il n'y a aucun souci pour les recevoir. On peut prélever les donneurs jusqu'à la veille des 71 ans, donc vous voyez, c'est assez large. Et dernière question, quels sont les besoins aujourd'hui en sang, plaquettes, en plasma? Ils sont importants forcément, j'imagine? Alors oui, ils sont très très importants, particulièrement sur la période hivernale, parce que les besoins sont très accrus, très importants, donc on compte vraiment sur tout le monde et la population étudiante pour se mobiliser. Oui, je trouve que c'est un geste citoyen et solidaire, qu'on peut n'importe qui avoir un accident et avoir besoin du sang de quelqu'un d'autre qui a bénévolement donné les données. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est important. C'est mon 3e don et j'essaye de faire ça dès que je peux. Parce que nous, on est en bonne santé, donc je trouve que c'est important de pouvoir aider les autres. Et puis, le jour où on aura un accident, qu'on aura besoin de sang, on sera content que quelqu'un ait donné pour nous, donc autant donner pour les autres aussi. Le fait que ce soit dans l'école, ça aide forcément parce qu'on peut prendre sur nos pauses. Mais si ça n'avait pas été dans le campus, je l'aurais fait, mais je le ferais peut-être moins souvent parce que avec l'emploi du temps, c'est pas facile de trouver un créneau pour pouvoir le faire. On a de quoi manger, alors ça va. Clément, tu viens de donner ton sang. Comment te sens-tu? Comme vous pouvez constater, la collecte de dons du sang a été un succès autant chez les étudiants que chez les professeurs. Si vous voulez faire comme notre ingénieur du son et donner votre sang, rendez-vous rue du Molinel à Lille. C'était un reportage de Hélène de Castecker, et de Nathan Bricou et Clément Maillard. Tout de suite, on rejoint Hélène sur notre plateau pour quelques précisions. Est-ce que déjà vous avez une idée du chiffre des dons qui ont été récoltés cette journée-là? Alors cette journée-là, je ne sais pas, mais en tout cas en 2018, c'était 1,5 million de donneurs, donc c'est quand même pas mal, et un peu plus de 200 000 nouveaux. Donc il faut savoir que les besoins augmentent, que par exemple... pour les dons, on en a besoin de 10 000 par jour, donc c'est quand même énorme, c'est conséquent et ces besoins augmentent. Et en plus, il y a des périodes de l'année où les gens donnent moins, donc que ce soit pendant les vacances ou pendant la période hivernale où il y a plus de maladies, donc moins de sang accepté. Oui, donc on a toujours besoin de ça en fait. D'accord. Et donc combien une personne peut-elle donner par an et est-ce différent selon les genres? Oui, en fait pour la femme, donc c'est 4 fois par an et pour les hommes, c'est 6 fois. Donc voilà, il y a un laps de temps à chaque fois entre chaque don à respecter. Ok, très bien. Mais merci pour toutes ces précisions. Parlons maintenant cinéma avec Maëlys Paty qui s'est allée à la rencontre de Enzo Martinez, dès 18 ans et déjà réalisateur. Enzo Martinez a concrétisé son rêve, celui de réaliser son tout premier film amateur, intitulé Jusqu'au dernier souffle. Il en est à la fois l'auteur, le réalisateur et le personnage principal, Achille, un jeune en pleine construction. Votre cancer du sein qu'on a détecté il y a 3 ans a récidivé. Qui c'est qui depuis des semaines fait tout à la maison parce que sa mère est devenue complètement dépendante à l'alcool? Son film amène à réfléchir sur la vie, la mort, la maladie et nos relations humaines. Jeudi 16 janvier, il présentait son œuvre au cinéma Pathé de Toulon, aux côtés de l'actrice Zoé Rivet, qui incarne la mère d'Achille, surmontant l'épreuve de la maladie. 18 ans, une idée, sans expérience, il a fait de ses rêves une réalité. Pour moi, c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est ce partage que j'ai eu la chance de vivre ce soir. Et pour moi, c'est mon début de rêve. J'ai mis le pied dedans et je veux pas l'enlever, je veux le laisser et mettre le deuxième et mettre les mains et tout. Je vais continuer, je vais tout faire pour y arriver. Je suis flatté, à 18 ans je l'ai fait, mais parce que j'ai envie de ça depuis l'âge de 10 ans. Donc pour moi, j'ai attendu déjà 8 ans. Et donc voilà, c'est juste une envie de continuer et de me dire voilà, c'est ce que j'aime et j'en suis sûr quand je vis des moments comme ce soir. 57 minutes et 10 secondes plus tard, le public le semble admiratif et conquis.
Je l'ai trouvé magnifique. Je voulais vraiment dire juste merci. Quand on évoque de l'amour, des émotions aussi fortes, il n'y a plus de mots. Quand on le connaît vraiment, on sait que le choix de la couleur, même jusqu'aux vêtements, on sait qu'il y a quelque chose derrière. J'ai été soufflée. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des prises de vue qui sont exceptionnelles. Une première réalisation qui semble prometteuse. Maëlys Paty nous a rejoint en studio. Bonjour Maëlys. Bonjour. Alors, à travers ce reportage, on se pose comme question, comment est-ce que Enzo a-t-il pu financer son projet ? Alors, de ce qu'il a pu m'expliquer, c'est qu'il a demandé des ressources à la ville. Après, la ville l'a orienté vers un comité dans lequel il y avait des jurys à qui il a proposé son film. Il a eu des subventions par ce jury-là notamment, donc principalement par la région PACA. Et voilà. Et d'accord. Et est-ce qu'il a déjà alors en tête d'autres projets, d'autres films peut-être ? Alors c'est ce qu'il nous a entre guillemets annoncé, c'est qu'il est sur un projet plus long et cette fois il voudrait le réaliser et le proposer pour qu'il soit diffusé après dans les salles de cinéma. Donc il cherche des financements et de quoi faire le programmer. Voilà. On a pu voir que le film commençait vraiment à faire parler de lui. On a vu par exemple un article sur France Culture. Est-ce que Enzo s'attendait France Info Culture. Ouais. Est-ce que Enzo s'attendait à un tel succès ? Ah non, pas du tout. Lui, il voulait. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il a voulu faire ça parce qu'il voulait être comédien au départ, et il s'est dit, j'ai pas d'expérience dans ce milieu-là, donc si je réalise, et en même temps, il écrivait à côté, donc si je réalise mon film et que je joue dedans, ça me servira pour comme premier pas dans le milieu. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu faire ça. Et maintenant, grâce à ça, il se fait connaître. Et au final, il va proposer ce projet-là il l'a montré à des écoles pour pouvoir intégrer des écoles de cinéma. Et donc au départ, c'était ça l'idée. Et au final, ça a pris plus d'ampleur que ce qu'il pensait, je pense. On peut sentir dans le reportage vraiment son investissement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous avez vu le film, son investissement, sa patte, sa personnalité dans le film ? Alors sa patte, je sais pas. C'est vrai que les personnes ont donné un avis positif. Il y a quelques petits détails qui, selon lui, sont pas encore nickel parce que il débute et il n'a pas d'expérience dans ce milieu-là. Mais après, c'est sûr que oui, il a 18 ans, il n'avait pas de financement propre, donc il a dû se débrouiller pour trouver les financements, pour trouver les acteurs, parce que c'est lui qui a fait les castings, qui a choisi qui allait jouer sa mère, qui allait jouer telle ou telle personne, sa chérie, enfin sa petite amie dans le film aussi, il l'a choisi. Et il a fait appel après à des gens de la ville pour faire figurant. Ça s'est organisé sur combien de temps, tous ces castings, toute cette recherche ? Alors, il me l'avait dit, je sais que ça a duré au total 3 mois de tournage, mais ça a été entrecoupé parce qu'il y a eu des soucis pour avoir notamment l'église pour tourner une scène d'enterrement. Enfin, il y a eu quelques complications qui ont fait que ça a retardé. Puis des scènes qui se sont rajoutées. Il y a une scène qu'on voit dans le reportage où il y a la vague et en fait, il voulait absolument la faire. Il faisait super froid. L'eau était très froide, pardon. Et du coup, ça a retardé un peu. Mais... merci pour toutes ces précisions. Ça donne envie de le voir en tout cas. Et merci d'être passé sur ce plateau. Merci, au revoir. Merci beaucoup Maëlys. Et maintenant, on se rend tout de suite au collectif Système D où Arthur Marotine, Louis Nam et Romain Goudarzi leur ont rendu visite. Je fais partie de Système D. Système D, c'est un collectif de potes avant tout. Ça fait 4 ans qu'on fait de la teuf. Sur l'île essentiellement, on fait du club, on fait de la rave, on s'amuse quoi. Alors ici, on est au 3e étage du Smile. Donc c'est une boîte réputée à Lille. Le 3e étage est ouvert au collectif techno. Et demain, on pose Sterling Moss. Donc Sterling Moss, c'est un artiste anglais qui fait de l'acid techno. Il sera agrémenté d'une line-up de résidents. Donc des résidents de Système D et de Paradoxal, le collectif avec qui on organise. Là, on installe, comme tu peux le voir, là, donc, on a de la structure pour accueillir les lights. Derrière moi, il y a le DJ booth. Donc c'est là où le DJ il sera. Et on a décidé de l'installer au milieu de la salle cette fois-ci. On prend un petit risque pour voir ce que ça donne, mais voilà, on est là pour faire la fête. En Smile, c'est une capacité réduite, on est sur du 300 personnes. Par contre, quand on part sur des spots un peu plus borderline, comme des hangars, on peut monter facile à 1500, 1800 personnes sur nos soirées.
on a plein de dates en cours. Donc on a une collaboration avec Tapage Nocturne, un collectif lyonnais, donc le 14 février au MAG pour la Saint-Valentin. On a ensuite d'autres dates, donc une par mois au magazine. Et on va sortir du club en avril, vous le verrez bientôt, une espèce de concept entre festival et rave. Alors ce soir, ça commence à 23h, ça finit à 7h demain matin. Et puis vous pourrez voir Sterling Moss, qui est un papa de l'acide. Donc c'est vraiment un gros artiste, il faut venir voir ça. On retrouve maintenant Arthur sur ce plateau pour en discuter un peu plus amplement. Déjà, comment ça se passe niveau organisation? Si on veut participer par exemple au 14 février, est-ce qu'il faut réserver avant? Comment ça se... Le 14 février, ce ne sera pas au Smile, du coup ce sera au Magazine Club. Et là, effectivement, on peut acheter ses places en ligne. Donc il y a des préventes où les prix sont un peu plus réduits, d'1 ou 2 euros. Mais globalement, on peut toujours acheter les places sur place. Si on veut acheter en prévente, il faut se tourner vers qui? Donc c'est sur l'événement Facebook, en fait, il y a un lien tout simplement. Donc c'est Litchi, je crois, un site. Mais par contre, pour ce soir, par exemple, au Smile, c'est entièrement sur place, donc il n'y a pas de prévente et c'est 10 euros. D'accord, très bien, merci. D'accord, et alors, est-ce que c'est ouvert à tous? Alors non, il faut être majeur, bien sûr, quand même. Et sinon, oui, c'est ouvert à tous parce que ce genre de soirée, c'est même connu pour ça. Ça intègre vraiment tout le monde. Okay. Et alors, quel tarif doit-on donc payer pour entrer Ce soir, c'est 10 euros du coup. 10 euros, d'accord. Voilà. Merci beaucoup Arthur. Merci Nathan, merci Lola. Merci. On passe tout de suite à toute autre chose avec un point culture, d'un reportage d'Océane Blin et Flore Lheureux qui sont rendus à l'exposition sur les pâtes animales à l'Université catholique de Lille. Depuis le 15 janvier, l'exposition Histoire de pâtes a investi l'hôtel académique de l'Université catholique de Lille à l'initiative du campus créatif. Elle a été réalisée à partir des collections scientifiques de la faculté de gestion d'économie et de sciences de l'université. Cette année, dans le cadre des expositions annuelles sur les collections scientifiques et le patrimoine de l'ancienne faculté des sciences, nous proposons une exposition sur Histoire de pâtes. Alors, on a décidé de vous le présenter en 3 tableaux. Le tableau des sans pattes, mais ils ont quand même des pieds pour se déplacer. C'est l'escargot, ce sont les oursins, les étoiles de mer, les céphalopodes. Bon, vous pourrez regarder ça. Ce sont les 2 premiers tableaux du premier monde, le monde sans pattes. Deuxièmement, le monde avec pattes. Les vraies premières pattes, c'est-à-dire des pattes articulées. Ce sont les arthropodes. Pieds articulés. Quand on a de l'arthrose, on a mal aux articulations. Donc voilà, les arthropodes. Alors les arthropodes, vous connaissez, c'est les araignées, ce sont les scorpions, ce sont les crustacés, le homard. Voilà, toutes les pattes ne sont pas pareilles et les pattes sont différentes en fonction du mode de vie. S'ils marchent, s'ils plongent, s'ils attrapent leur proie, s'ils sautent. Bon, c'est passionnant. Puis après, la plus grosse partie de l'exposition, c'est sur un 3e monde. Le monde du membre chiridien, c'est un mot barbare, mais vous regardez vos bras, tout simplement. Le membre chiridien, c'est un os, 2 os, des petits os, un os moyen et des doigts constitués de phalanges. Eh bien ça, tout le monde des vertébrés est bâti sur le même modèle, y compris le dauphin, la baleine, le phoque et les oiseaux. Et là, on vous les présente dans les grands groupes d'animaux, c'est-à-dire chez les grenouilles, chez les lézards, chez les serpents, les crocodiles, ils ont tous la même organisation. Et quand on arrive du côté des mammifères, et notamment des placentaires, il y a quelque chose d'assez intéressant. Enfin, on l'a présenté pour essayer d'être intéressant. C'est-à-dire qu'on voit les placentaires qui marchent sur leur plante des pieds, les plantigrades, c'est nous, on marche sur la plante de nos pieds. Puis on voit les animaux qui se déplacent sur leurs doigts, donc ils relèvent les os, ils se déplacent sur leurs doigts, ce sont les digitigrades, le loup, le puma. Puis après, il y a ceux qui marchent sur le bout de leurs doigts, c'est-à-dire sur leurs ongles qui deviennent des sabots. Donc c'est la vache, le sanglier et tout ça. Et après, on voit aussi les animaux qui se déplacent, adaptés dans d'autres modes de vie que le mode terrestre. C'est le dauphin, le phoque, mais c'est aussi les chauves-souris. Et enfin, les oiseaux, où il y a une adaptation, il y a des oiseaux qui volent, mais la structure de leurs ailes est tout à fait pareille. La structure de leurs pattes, ce qui caractérise les oiseaux, c'est qu'il y a une réduction du nombre de doigts. Donc ils n'ont jamais 5 doigts, ils en ont 4, ils en ont 3, ils en ont 2. Le pire, c'est l'autruche, la grande autruche, qui n'a plus que 2 doigts, mais toujours bâtie sur le même modèle que nous.
Vous pouvez découvrir l'exposition gratuitement jusqu'au 12 février. On rejoint Flore Lheureux, qui est l'une des réalisatrices du reportage sur le plateau. Bonjour Flore. Bonjour. Bonjour. Alors, à travers ce reportage, on se pose comme question à quel public cela s'adresse-t-il? Est-ce que c'est limité donc aux étudiants de l'Université catholique de Lille, du personnel, ou alors c'est vraiment ouvert à n'importe qui veut y aller? Alors c'est vraiment ouvert à n'importe qui et c'est pour tous les âges. C'est vraiment une exposition qui est pédagogique et je pense que vu que le sujet est quand même assez large, ça peut intéresser vraiment un grand nombre de personnes. Et c'est disponible à la salle d'exposition qui se trouve au 60 boulevard Vauban, donc à l'hôtel académique, donc c'est très facile d'accès. Oui, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir accès à ça librement à la faculté. Est-ce que vous savez si ça a été un succès, si beaucoup de gens sont venus visiter l'expo? Alors oui, il y a quand même de la fréquentation tous les jours, tous les après-midi. Et il y a même des classes entières qui sont venues pour le visiter, pour justement voir avec des cours, puisque ça, c'est des archives qui viennent de la FGES, donc la faculté de gestion de sciences et d'économie de l'Université catholique. Et justement, ils ont sorti leur collection pour justement promouvoir un peu tous les fonds qu'ils ont. C'est une très bonne idée. Oui, franchement, c'est très intéressant. Vous pouvez l'avoir jusqu'au 12 février. Merci beaucoup, Flore. On s'y rendra peut-être alors. Merci beaucoup, Flore. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lola. Merci Nathan. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Master Mag des Master 1 Histoire et Journalisme qui sera ce coup-ci sur le thème du Brexit.